À Noël, maman a dit, pas de bûche pour ta fille. Elle n'a pas dit merci. Les enfants de ma sœur ont eu des parts supplémentaires. J'ai souri, j'ai aidé ma fille à enfiler sa veste, et nous sommes partis. À 21h10, papa a envoyé un texto, n'oublie pas d'envoyer le paiement demain. Je ne me suis pas mise en colère. Je l'ai juste annoncé, et il s'est figé. Le pire n'était même pas ce que ma mère avait dit. C'était la façon dont ma fille m'a regardé après, silencieuse, confuse, comme si elle avait fait quelque chose de mal sans savoir quoi. Pendant le reste de la journée, je n'ai pas pu m'en défaire. Je me sentais gêné, non pas pour moi, mais pour elle. Pour avoir laissé faire, pour être resté là comme si c'était normal, pour l'avoir amenée dans une maison qui lui avait très clairement fait comprendre qu'elle n'y avait pas sa place. Je ne pense même pas qu'elle comprenne pourquoi ils agissent comme ça. Elle n'a que 5 ans, mais elle le ressent. Et le fait que j'ai souri à travers tout ça, en essayant de garder tout le monde calme, m'a fait me sentir comme une lâche. La vérité, c'est que j'aurais dû partir il y a bien longtemps. Tout a commencé comme chaque Noël, des sourires tendus, des centres de table surdécorés. Les garçons de Chloé couraient partout comme si l'endroit leur appartenait. Maman était sur les nerfs, comme d'habitude, s'affairant autour de la sauce, complimentant les petites chemises à boutons des enfants, et regardant à peine dans ma direction. Ma fille est entrée et lui a dit bonjour. Rien. Juste un regard, puis elle s'est retournée vers la farce. Papa n'a même pas pris la peine de se lever du canapé. Le match du PSG passait à la télé. Sa deuxième bière était déjà ouverte. J'ai aidé ma fille à mettre ses chaussures et j'ai posé son puzzle au bout de la table. J'avais encore apporté notre propre chaise haute. Maman fait toujours un commentaire. Cette année, c'était, ah oui, le trône est de retour. Je ne réponds plus. Le dîner fut silencieux. J'étais assise en face de Chloé et de son mari. Les garçons étaient bruyants, mais tout le monde riait de leurs interruptions comme si c'était charmant. Ma fille a dit « merci » avant de manger. Chloé lui a souri. Personne d'autre n'a réagi. La nourriture était correcte. J'avais aidé à en préparer la moitié la veille, mais quand ma fille a demandé si elle pouvait avoir une deuxième portion de purée de pommes de terre, ma mère a dit « gardons un peu pour ceux qui finissent tout ce qu'il y a dans leur assiette ». Il lui restait 2 bouchées de dinde dans son assiette. C'était tout. Le visage de Chloé a changé, mais elle n'a rien dit tout de suite. J'ai senti la main de ma fille sur ma manche. Elle essayait de ne pas paraître contrariée. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à finir quoi que ce soit, que tout allait bien. Après le dîner, maman a fait tout un plat du moment de la bûche, l'annonçant comme le prix d'un jeu télévisé. Seulement pour ceux qui ont dit merci, a-t-elle plaisanté. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Les garçons de Chloé ont eu 2 parts chacun avec de la crème chantilly et de la glace. Ma fille attendait tranquillement. Je pense qu'elle croyait qu'il servait par ordre d'âge ou quelque chose comme ça. Quand elle s'est avancée, maman l'a regardée, puis m'a regardé. Elle n'a pas dit merci pour le dîner. Chloé a levé la tête si vite que sa fourchette a fait un bruit sec en tombant. Elle l'a dit. Si. Je l'ai entendu. Maman se détournait déjà. Eh bien, je ne l'ai pas entendu. Peut-être que la prochaine fois, elle parlera plus fort. Personne d'autre n'a rien dit. Ni papa. Ni le mari de Chloé. Ma fille a reculé sans un mot. Je me suis penché et j'ai remonté la fermeture éclair de sa veste. Nous n'avons dit au revoir qu'à Chloé, qui avait l'air de ne pas savoir si elle devait me serrer dans ses bras ou crier sur notre mère. Nous sommes partis sans un mot. Sur tout le chemin du retour, je fixais la route, essayant de ne pas pleurer. Je savais que ma fille n'était pas encore endormie. Je pouvais entendre sa respiration changer quand je la regardais dans le rétroviseur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas eu de bûche. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. À 21h10, mon père a envoyé un texto « N'oublie pas d'envoyer le paiement demain ». Comme si de rien n'était. Comme si j'étais juste un distributeur automatique de billets avec un enfant auquel il ne pouvait même pas prendre la peine de dire bonjour. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la discussion de groupe de la famille le lendemain matin et j'ai tapé une seule phrase « Vous devrez vous débrouiller seul pour vos factures à partir de maintenant ». Papa s'est figé. Et ce n'était même pas le pire pour lui. Pas encore. La discussion de groupe est restée silencieuse pendant environ 4 heures après mon message. C'était un record.
d'habitude, si je laissais même entendre que je pourrais changer quelque chose, surtout quelque chose impliquant de l'argent, papa répondait immédiatement avec son ton habituel d'incrédulité, comme si j'étais une assistante peu fiable, pas sa fille. Mais cette fois, rien. Juste la petite coche, vue, qui me narguait. J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir et j'ai essayé de me concentrer sur la préparation du déjeuner pour ma fille. Elle était assise à table en train de dessiner quelque chose qui ressemblait à notre maison. Elle a dessiné 3 bonshommes allumettes, elle, moi et notre chat. Pas de grands-parents, pas de tantes, pas de cousins. Juste nous. Ça m'a fait mal de réaliser qu'elle avait commencé à réduire son monde aux personnes qui la faisaient vraiment se sentir en sécurité. À midi, mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Ça va? Simple, mais ça voulait tout dire. Elle remarque toujours quand les choses dérapent. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais même pas comment expliquer ce que je ressentais. En colère, oui, mais surtout déçu. Pas seulement d'eux, mais de moi-même pour continuer à espérer quelque chose de différent. À 12h43, papa a finalement rompu le silence. Attends, c'est quoi cette histoire? J'ai failli rire. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Il ne pouvait tout simplement pas croire que je l'avais vraiment fait. Pendant des années, j'avais payé leurs factures, leur forfait téléphonique, leur assurance auto, les petits abonnements de shopping en ligne de ma mère. Ils agissaient comme si c'était l'ordre naturel des choses. J'étais la fille aînée, donc apparemment, cela signifiait que j'étais leur filet de sécurité financier intégré. Quand j'ai commencé à couvrir leurs dépenses, c'était juste après mon divorce. Je pensais que ça aiderait à maintenir la paix, à garder un lien entre nous. Ça n'a pas été le cas. Ça a juste fait de moi la comptable de la famille qu'ils n'avaient pas besoin de remercier. Ma fille est née, et ils ont été polis pendant peut-être un mois. Puis maman a commencé à faire des commentaires sur le fait qu'elle avait le regard de son père, ce qui était juste sa façon de me rappeler qu'il était parti. Papa n'a jamais rien dit ouvertement, mais son silence était assez éloquent. Il regardait ma fille comme si elle était un rappel ambulant de l'homme qui les avait déçus. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont transformé ça en ma faute. Alors, quand il a demandé « C'est quoi cette histoire ?», j'ai répondu par une seule phrase « Je ne paierai plus rien. Ni les factures, ni les extras, rien. Veuillez prendre vos dispositions en conséquence. » J'ai de nouveau laissé mon téléphone sur le comptoir. 10 minutes plus tard, il a commencé à s'allumer avec des appels. Je n'ai répondu à aucun. La dernière fois que j'ai essayé de leur expliquer quelque chose, ça s'est terminé avec maman disant que j'étais trop émotive et papa me demandant si je voyais quelqu'un pour ça. Finalement, un autre texto, cette fois de maman, vraiment classe de ta part de faire une scène pour une part de bûche. Cette phrase. Je l'ai fixée pendant un long moment. Cette petite phrase suffisante qui prouvait qu'elle n'avait pas entendu un seul mot de ce que j'essayais de dire depuis des années. Il ne s'agissait pas de la bûche. Il s'agissait du fait qu'elle avait regardé mon enfant en face et décidé de l'humilier pour rien, juste pour me rappeler où nous nous situions dans sa petite hiérarchie. J'ai envoyé un texto privé à Chloé, c'est fini. Je suis sérieuse cette fois. Elle a répondu presque instantanément. Bien. Moi aussi. Ça m'a prise au dépourvu. Chloé ne disait jamais des choses comme ça. C'était elle le ciment, la médiatrice, celle qui trouvait toujours un moyen de faire passer le comportement de nos parents comme venant d'un fond d'amour. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Elle a dit, viens juste dîner chez nous le week-end prochain. Amène ta fille. Je t'expliquerai. Ce n'était pas son genre d'être mystérieuse, mais je sentais que quelque chose avait changé. Peut-être qu'elle en avait finalement assez vu. Peut-être qu'elle était fatiguée d'être la parfaite, elle aussi. 2 jours plus tard, maman m'a envoyé une demande de paiement PayPal, 50 € pour les charges du foyer. La note en dessous disait, peut-être que ça te rafraîchira la mémoire. Je l'ai refusé sans hésitation. 10 minutes plus tard, papa a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Son ton était tendu, agacé, comme s'il sermonnait un employé. Nous avions un accord, Léa. On ne se dérobe pas à ses responsabilités à cause de quelques bêtises émotionnelles. Ce mot, responsabilité, a résonné dans ma tête toute la soirée. Ils croyaient vraiment que je leur devais quelque chose. Que prendre leur parti, payer leurs factures, me taire pendant qu'ils sapaient la confiance de ma fille, tout cela était mon devoir.
Et pendant des années, je l'ai cru aussi. Mais plus maintenant. Quand j'ai récupéré ma fille ce soir-là et que je l'ai couchée, elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal chez mamie. Je lui ai dit que non, que mamie avait juste parfois oublié comment être gentille. Elle a souri comme si cela lui suffisait pour le moment. Mais je savais que les choses ne faisaient que commencer à se dénouer, car lorsque mes parents ont finalement réalisé que j'étais sérieuse, que je ne reviendrais pas pour arranger les choses, ils ne sont pas restés silencieux. Ils sont devenus méchants. Et c'est là que Chloé est intervenue d'une manière que je n'avais jamais vue venir. 3 jours se sont écoulés sans un mot de leur part. Pas de texto, pas d'appel, pas de demande de paiement PayPal surprise. Juste le silence. Ça aurait dû être la paix, mais au lieu de cela, ça ressemblait au moment juste avant un orage, quand le ciel est trop calme et que vous savez que quelque chose se prépare. Ce quelque chose est arrivé le 4e matin. Ma mère a publié un de ses statuts Facebook qu'elle utilise comme des armes, sachant que ça va agiter ses amis. Il disait, c'est drôle comme certaines filles oublient qui a tout sacrifié pour elles. La famille, c'est la loyauté, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Mais de nos jours, les émotions comptent plus que la morale. 12 mentions, j'aime, 3 commentaires, et le genre de silence qui vous met au défi de parler. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris une capture d'écran et l'ai envoyée à Chloé. Sa réponse, elle perd la tête. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une alerte de fraude d'Amazon. Sauf que ce n'était pas une fraude. C'était un ensemble de serviettes, 2 paires de chaussons et un diffuseur d'huiles essentielles couleur or rose. Mon ancien compte, celui que j'utilisais il y a des années quand je vivais chez eux après le divorce, était toujours connecté sur la tablette de maman. Elle devait savoir qu'il était toujours lié à ma carte. Elle pensait juste que je continuerais à nettoyer ses dégâts comme je l'avais toujours fait. J'ai annulé la commande, verrouillé le compte et changé tous les mots de passe dont je pouvais me souvenir. 10 minutes plus tard, un appel manqué de papa. Je n'ai pas répondu. Puis le texto, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai fixé celui-là pendant un moment. Le culot, le sentiment pur et tranquille que tout lui était dû, comme si j'étais juste une employée qui avait soudainement cessé de se présenter à son poste. Mais je n'ai pas répondu. Je ne revenais pas en arrière. J'avais fait mon choix. Ce week-end-là, je suis allé chez Chloé. Ma fille rebondissait dans son siège auto, excitée de voir ses cousins. Je ne lui avais pas dit grand-chose, juste que nous allions dans un endroit amusant. Honnêtement, j'avais autant besoin de cette pause qu'elle. Chloé nous a accueillis comme si nous étions des invités qu'elle avait attendus toute la semaine. Ces garçons sont sortis en chaussettes et en pyjama, criant le nom de ma fille comme si elle était l'une des leurs. Son mari m'a tendu une tasse de cidre avant même que j'aie eu le temps d'enlever mon manteau. La maison sentait le pain à l'ail et les légumes rôtis. Ça sentait la famille, la bonne. Après le dîner, une fois les enfants partis regarder un film dans la pièce voisine, Chloé s'est penchée en arrière et l'a dit. J'en ai marre, moi aussi. J'ai cligné des yeux. Je pensais qu'elle parlait du dîner. Ce n'était pas le cas. Elle parlait d'eux. Elle a dit qu'elle était fatiguée de jouer la fille modèle, fatiguée de traduire les pics de maman et d'apaiser les silences de papa, d'être le tampon entre moi et tout ce qu'il ne voulait pas gérer. Elle a admis que même enfant, elle avait toujours su qu'il y avait une différence dans la façon dont il nous traitait. Elle ne savait juste pas quoi en faire. Je pensais que si je les rendais assez heureux, peut-être qu'ils seraient plus indulgents avec toi. Cette partie m'a le plus touché. Elle ne jubilait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était juste triste. Je lui ai demandé ce qui avait changé. Elle a dit, Noël. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa mère avait regardé ma fille comme si elle n'existait même pas, comme si elle n'était que cette ombre gênante qui me suivait. Pas une personne, pas de la famille, juste un problème. Elle a 5 ans, a dit Chloé. Elle a dit, merci. Je l'ai entendu, et maman a fait semblant de ne pas l'entendre parce que ça correspondait à la version d'elle-même à laquelle elle veut croire. Chloé m'a dit qu'elle avait déjà annulé le rappel dominical habituel. Elle n'amenait plus les garçons. Plus de textos, plus de jeux de diplomate. Elle voulait sortir du système, elle aussi. Ce soir-là, alors que nous étions assises sur son canapé à regarder nos enfants s'endormir dans un tas de couvertures, elle m'a dit qu'elle avait une dernière idée, un dîner, juste nous, les enfants et nos parents, chez elle. Une dernière chance de leur faire voir. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui non plus,
car une partie de moi ne croyait pas que ça changerait quoi que ce soit. Mais juste avant que je parte, elle a dit, je ne te demande pas de leur pardonner. Je veux juste qu'ils voient ce qu'ils sont en train de perdre. Ça m'a marqué. 2 jours plus tard, papa s'est présenté à mon travail. Pas à l'intérieur, juste dehors, faisant les 100 pas comme s'il ne savait pas s'il devait frapper ou disparaître. Je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'un collègue dise, « Eh, il y a un type dehors qui fixe la porte. » Je suis sorti. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas excusé non plus. Il a juste dit, « Ça va trop loin. Nous sommes tes parents. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Vous ne me traitez pas, ni ma fille, comme de la famille. Vous nous traitez comme une punition. » Il n'a pas parlé, pas un mot, il est juste resté là comme si je l'avais giflé. Finalement, il est parti. Je n'en ai pas parlé à ma fille. Je lui ai juste fait un chocolat chaud et je l'ai laissé choisir un film ce soir-là. Elle en a choisi un sur une grande famille qui apprend enfin à s'entendre. Je l'ai laissé y croire pour l'instant. Mais je connaissais la vérité. Le dîner approchait. Et cette fois, ce n'était pas nous qui étions mis à l'épreuve. Chloé a planifié le dîner comme si c'était un sommet de la paix. Elle m'a envoyé par texto une liste des plats qu'elle préparait, poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, le gratin de macaroni au fromage de son mari, le genre de repas que l'on ne prépare que lorsque l'on veut que quelque chose se passe bien. Elle a même dit qu'elle demanderait à maman d'apporter le dessert. Cette partie m'a surprise. Tu les invites, ai-je demandé. Elle a dit oui. Ils ne savent pas à quoi sert vraiment le dîner. Je leur ai juste dit que nous passions une soirée tranquille. Rien de spécial. Je lui ai demandé si elle pensait qu'il viendrait. Ils ne disent jamais non à une occasion de prétendre que tout va bien. Cette partie était vraie. Donc, le samedi est arrivé. Ma fille portait la robe que Chloé lui avait offerte pour son anniversaire, celle que maman avait fait semblant de ne pas remarquer à la fête. Elle était excitée, n'ayant aucune idée que ses grands-parents seraient là. Je ne lui ai rien dit parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète ou qu'elle répète ses bonnes manières comme elle le fait toujours avant de les voir, comme si elle essayait de mériter leur décence la plus élémentaire. Nous sommes arrivés tôt. Les enfants jouaient déjà. Tout sentait le romarin, le fromage et la chaleur. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que ça pourrait être une soirée normale. À 18h12, ils sont arrivés. Papa d'abord, puis maman tenant une bûche. À la citrouille, bien sûr. Elle m'a à peine regardé en entrant. Elle a salué ma fille comme une étrangère dont elle n'était pas sûre de se souvenir, un bref signe de tête et un sourire crispé. Le dîner a bien commencé. Les adultes ont fait la conversation. Le mari de Chloé a sorti du vin. Mon père a ri trop fort à quelque chose de pas drôle. Ma mère a complimenté les serviettes. Tout était faux, mais bien tenu. Puis, à peu près à la moitié du dîner, Chloé s'est raclé la gorge et a dit, « Je pense qu'on devrait parler de Noël. » Juste comme ça. Sans préparation, sans avertissement. Un couteau planté droit au centre de la table. Maman a cligné des yeux. Qu'y a-t-il à dire? Chloé n'a pas bronché. Sur la façon dont tu as humilié la fille de Léa pour une part de bûche. Sur la façon dont tu la traites depuis des années. Ma mère a posé sa fourchette. Papa s'est penché en arrière comme s'il se préparait à l'impact. Je ne pense pas que ce soit le moment ni l'endroit, a commencé maman. C'est le moment parfait, a dit Chloé. Vous êtes dans ma maison. Je vous ai invité pour que vous écoutiez enfin. J'ai vu la couleur quitter le visage de papa. Il n'était pas habitué à ce que Chloé soit autre chose que conciliante. Elle a continué. Vous traitez Léa comme si elle vous devait quelque chose. Vous traitez sa fille comme si elle était une sorte de tache sur le nom de la famille. Et c'est dégoûtant. Maman a eu un petit rire sec. Oh, allons. Ce n'est pas juste. Chloé s'est tournée vers elle. Alors dis-moi ce qui est juste. L'ignorer? Humilier une enfant de 5 ans devant une pièce pleine de gens? Agir comme si on vous devait encore quelque chose parce que vous avez sacrifié quelques années de parentalité il y a 30 ans? Le silence s'est fait après ça. Ma fille m'a regardé, incertaine si elle avait le droit de continuer à manger. J'ai hoché la tête. Papa a finalement parlé. Vous ne comprenez pas à quel point c'était dur pour nous. Nous avons fait de notre mieux. Chloé a répliqué instantanément. Non, vous avez fait ce que vous vouliez. Il y a une différence.
Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu n'as rien besoin de dire. Je les ai invités ici parce que j'avais besoin de dire ça. Mais j'ai dit quelque chose. » J'ai regardé ma mère et j'ai dit, « Quand tu as refusé de lui donner de la bûche, tu ne la punissais pas elle. Tu me punissais moi pour l'avoir élevée sans l'homme qui est parti, et pour ne pas en avoir assez honte. » C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma fille silencieuse, douce, toujours prudente a regardé ma mère et a dit, « Je ne pense pas que tu m'aimes bien. » Juste comme ça. Ma mère a eu l'air d'avoir été giflée. Elle a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Et puis le mari de Chloé, qui n'avait à peine dit un mot de toute la soirée, a posé sa fourchette et a dit, « Nous n'allons plus continuer comme ça. Soit vous faites partie de cette famille, soit vous êtes des invités que nous cesserons d'inviter. » Personne n'a parlé pendant un moment après ça. Le dîner s'est terminé tôt. Mes parents sont partis sans dire au revoir. Pas de câlin, pas de dessert. Ils ont emporté la bûche avec eux. Je suis resté jusqu'à ce que les enfants soient endormis. J'ai aidé Chloé à faire la vaisselle. Elle avait l'air fatiguée mais lucide. Je ne sais pas s'ils s'en remettront, a-t-elle dit. Je m'en fiche, ai-je répondu. Mais une semaine plus tard, quelque chose que je n'attendais vraiment pas s'est produit. Ils se sont présentés ensemble à ma porte d'entrée, et ils tenaient des cadeaux. L'un d'eux était emballé dans du papier rose. Et puis mon père s'est mis à genoux. La sonnette a retenti une fois, sans hâte, juste un long et silencieux carillon. J'ai failli ne pas me lever. J'ai pensé que c'était une livraison ou peut-être quelqu'un qui vendait quelque chose, mais j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu deux ombres immobiles sur le porche. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. C'étaient eux. Tous les deux. Mon père dans un lourd manteau qu'il portait rarement. Ma mère tenant une boîte emballée en rose qui ne semblait pas venir d'un magasin. Les bords étaient froissés et le ruban adhésif inégalement posé, comme si quelqu'un avait essayé de se souvenir comment emballer un cadeau après des années à laisser les autres le faire. Ils n'ont rien dit tout de suite. Ils sont juste restés là comme s'ils attendaient une permission. Je ne les ai pas invités à entrer. Je me suis juste écarté. Ils sont entrés lentement, les yeux balayant la pièce comme si elle était étrangère. Ma fille était allongée sur le tapis devant la télévision, des crayons de couleur éparpillés partout, en train de regarder un dessin animé. Elle s'est retournée en entendant la porte. Ses yeux se sont posés sur eux immédiatement, puis sur la boîte, puis de nouveau sur moi. Elle n'a pas bougé. Eux non plus. Et puis, de nulle part, mon père a fait quelque chose que je ne pense pas pouvoir oublier un jour. Il s'est mis à genoux. Au début, j'ai cru qu'il avait fait tomber quelque chose ou qu'il essayait de s'agenouiller pour parler à ma fille, mais il est juste resté là, les deux genoux au sol, les yeux non pas sur elle, mais sur moi. Je ne mérite pas d'être ici, a-t-il dit. Mais j'avais besoin de dire que je suis désolé à voix haute, en face à face. Ma mère a posé doucement la boîte rose sur la table basse. Elle tremblait un peu. Elle a regardé ma fille, puis moi. Sa voix est sortie doucement. Je pensais que j'avais raison, a-t-elle dit. Je pensais que je lui apprenais quelque chose. Mais je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. Ce que nous avons fait. Elle avait l'air plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Ma fille est restée où elle était, observant, écoutant. Papa la regardait maintenant, toujours à genoux. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as jamais rien fait de mal. Tu n'as jamais été le problème. Il m'a regardé ensuite. C'était nous, et c'est nous, et je le sais maintenant. Il n'y a pas eu de grand discours, pas d'excuses, juste des mots qui semblaient avoir un coup. Ma mère a pris la boîte rose et l'a tendue, sans s'approcher davantage. J'ai vu ça dans une petite boutique la semaine dernière, a-t-elle dit. Je ne sais même pas si ça lui plaira, mais j'ai pensé à elle. Pour une fois, j'ai pensé à elle. Ma fille s'est levée et s'est approchée lentement. Elle n'a pas tendu la main tout de suite. Elle m'a d'abord regardé, pas effrayée, juste incertaine. J'ai fait un petit signe de tête. Elle a pris la boîte avec précaution et s'est rassise pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une boîte à musique blanche, une ballerine au centre, des bords dorés, des petites roses peintes sur les côtés. Elle a tourné la petite manivelle et la figurine a tourné en cercle lent et maladroit, jouant une douce mélodie. Ma fille l'a juste regardé fixement. Puis, très doucement, elle a murmuré « merci ». Et pour la première fois en 5 ans, j'ai vu ma mère pleurer sans essayer de le cacher.
Papa ne s'était toujours pas relevé. Je me suis approché de lui et j'ai dit, tu n'as pas à t'agenouiller. Mais si vous êtes ici juste pour vous sentir mieux dans votre peau, alors vous pouvez partir. Il a levé les yeux vers moi et a dit, je suis ici parce que j'ai besoin que tu saches que je te crois maintenant. Surtout. J'ai hoché la tête une fois. Ils sont restés environ 10 minutes. Rien de profond n'a été dit après ça, juste de petits commentaires, quelques tentatives de douceur. Ils n'ont pas insisté, n'ont pas essayé de tout réparer en une seule visite. Avant de partir, maman s'est penchée et a dit à ma fille, je veux apprendre à être meilleure. Tu n'es pas obligé de me croire tout de suite, mais je te le montrerai. Ma fille n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas non plus éloignée lorsque maman a doucement posé sa main sur son dos. Après leur départ, nous sommes restés assis en silence. Ma fille continuait de remonter la boîte et de regarder la ballerine tourner. Finalement, elle a dit, ils étaient différents. Oui, ai-je dit. Ils l'étaient. Puis elle a demandé, est-ce que c'est bien si j'aime la musique? J'ai souri. Bien sûr. Tu peux aimer tout ce que tu veux. Elle s'est endormie cette nuit-là, recroquevillée sur le canapé, la boîte à musique jouant encore à côté d'elle. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin de quelque chose. Peut-être que c'était le début. Le lendemain matin semblait plus calme que d'habitude. Pas dans le mauvais sens, juste paisible. Comme si la maison se reposait, comme si quelque chose de lourd avait enfin été posé. Ma fille s'est réveillée enroulée autour de la boîte à musique, les cheveux en désordre, les yeux à moitié clos, et la première chose qu'elle a murmurée fut « Tu penses qu'elle était sincère ?» Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. J'ai juste dit « Je pense qu'elle essaie ». Elle a hoché la tête et a tiré la couverture jusqu'à son menton. C'était suffisant pour elle. Pendant les jours qui ont suivi, rien de dramatique ne s'est produit. Pas d'appel téléphonique, pas de visite surprise, pas de message culpabilisant, mais le silence ne ressemblait plus à une punition. On aurait dit que tout le monde se retenait pour la première fois, comme s'ils choisissaient leurs mots avec soin, peut-être même y réfléchissaient. Puis, le mercredi après-midi, une petite boîte est arrivée à la porte. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait une note pliée non tapée, non corrigée, juste de l'encre, du papier ligné et quelques mots barrés comme si elle l'avait écrite d'un seul jet sans recommencer. La lettre ne demandait pas pardon. Elle ne défendait rien. Elle admettait tout. Elle a écrit sur les premières années, comment elle m'avait vu, trop me soucier, et n'avait rien dit, comment elle avait laissé sa déception envers mon ex se transformer en ressentiment envers ma fille. Comment Noël n'était pas la première fois qu'elle avait laissé ce ressentiment transparaître, juste la fois la plus laide. Elle a écrit, je pensais qu'être dur avec toi me rendait forte. Je pensais que ne pas montrer de douceur faisait de moi une bonne mère, mais tout ce que ça a fait, c'est apprendre à porter la douleur sans demander d'aide. Et maintenant je te vois enseigner à ta fille quelque chose de mieux, quelque chose que je ne t'ai jamais donné. Elle a terminé la lettre par « Tu ne nous dois pas ta confiance. Nous te devons notre changement. Je vais continuer à essayer, même si ça prend le reste de ma vie. » Je suis resté assise sur le canapé, tenant cette lettre pendant un long moment, sans pleurer, sans même vraiment penser, laissant juste les mots s'imprégner. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réels. Et ça, c'était nouveau. Plus tard cette semaine-là, Chloé nous a réinvités. Juste nous et sa famille cette fois. Soirée pizza maison. Les enfants faisant un désordre dans la cuisine. Des rires qui semblaient sans effort. Le genre de soirée qui vous remplit d'une manière que vous ne remarquez pas avant de rentrer en voiture et de réaliser que vous souriez sans raison. À mi-chemin du dîner, Chloé nous a versé à toutes les deux un verre de vin et a dit « Tu sais ce qui est bizarre ? Je pense qu'ils ont vraiment peur maintenant. » J'ai haussé un sourcil. Elle a hoché la tête. Pour la première fois, ils ont peur de perdre quelque chose de réel. Elle. Moi. Puis elle m'a regardé plus sérieusement. Tu nous as sauvés, tu sais. J'ai ri pour minimiser, mais elle n'a pas cligné des yeux. Tu as été la première à dire ça suffit. La première à arrêter de faire semblant. Et quand tu l'as fait, tu nous as donné la permission d'arrêter, nous aussi. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je m'étais toujours sentie comme celle qui était abîmée, la déception.
Mais peut-être que j'étais juste celle qui avait brisé le miroir la première et donné aux autres une chance de voir leur propre reflet. Ce dimanche-là, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle voulait faire. Elle a choisi la bibliothèque. Sur le chemin, elle a demandé si elle pouvait apporter la boîte à musique avec elle dans la voiture. J'ai dit oui. Elle l'a tenue sur ses genoux et a regardé la ballerine tourner pendant que nous roulions. De nulle part, elle a dit « Je pense que mamie m'aime bien maintenant ». J'ai dit « Je pense qu'elle commence à le faire ». Puis elle a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Elle apprend, comme moi j'apprends à faire mes lacets. Et c'était ça, la clarté que seuls les enfants semblent avoir. Pas de drame, pas d'histoire, juste une vision honnête des gens qui essaient ou n'essaient pas, et la lente grâce de voir quelqu'un s'améliorer. Ce soir-là après le dîner, mon téléphone a vibré. Une photo de ma mère. Mon père était assis sur le sol de leur salon, penché sur un puzzle avec des lunettes de lecture aminées. Il y avait une légende en dessous, il dit qu'il veut lui apprendre à faire les bords en premier. Pas de pression. Pas de culpabilité. Juste un message. Un début. Et j'ai réalisé que la vraie vengeance n'était pas de couper les ponts. Le vrai pouvoir venait de leur montrer à quoi ressemble vraiment l'amour et de les laisser décider s'ils voulaient se hisser à sa hauteur.